Bonsoir à tous. Euh, Transition toute faite hein, avec les collègues précédents. La musique, effectivement, comme art de la transmission des valeurs humaines. Je vais commencer, je vais chanter une petite chanson, justement, amérindienne, puisque nous remercions aussi, nous les Amérindiens, nos ancêtres, avant toute entreprise. Et puis, c'est vrai que ce sont des valeurs aussi porteuses de messages. Voilà, je chanterai un petit quelque chose. Alors, ça commence. Awala alo yalimapo kanamombo wapoto son et tawanana dokui. Wapoto son et tawanana dokui. Itawanana dokui. Itawanana dokui. Awala alo yalimapo kanamombo wapoto son et tawanana dokui. Wapoto son et tawanana dokui. Etawanana no kui, etawanana no kui. Pour commencer. Alors, ma communication, elle a pour point d'attache les vécus des populations autochtones vers les espaces familiaux et scolaires dans la période du XXe siècle. À partir d'exemples de sources orales, de témoignages, sont approchés les contextes d'éducation, de culture, des langues à Kamalagouli, Saint-Laurent du Maroni et l'expérience d'une coexistence entre peuples amérindiens et Bushilingue. Les notions de métissage permettront, elles aussi, de poser les pensées réflexives sur les possibles métamorphoses de ces êtres qui se sont mélangés, d'où de nombreux questionnements. S'agit-il en effet de transformation, d'acceptation, de partage des cultures de l'autre ou d'enrichissement, ou peut-on parler d'acculturation et de déculturation? Y a-t-il un risque de perte de l'identité d'origine? Un tel sujet impose notamment l'intérêt historique de la source orale et des archives. Les identités afro-autochtones sont en effet rarement mises en lumière, entraînant ainsi de nombreux questionnements des générations nouvelles sur des univers différents, tant il existe à la fois de la diversité et des similitudes dans ces cultures. Alors, ma communication sera une forme de témoignage de mes expériences aussi personnelles au sein de ma famille, puisque je viens de la commune de Saint-Laurent et tout à l'heure, le collègue a parlé justement de l'Ouest, Saint-Laurent qui se trouve en face de Albina, du Suriname, et où moi, à Saint-Laurent, j'ai passé effectivement toute mon enfance et où j'ai partagé effectivement depuis, on dira depuis bébé, euh, mes moments avec des familles ou des femmes bushinengue et qui venaient à la maison parce que justement à cette époque, ces femmes et ces hommes bushinengue aussi offraient, offraient leurs services. C'était une forme de main-d'œuvre aussi, puisque à l'époque, il faut savoir qu'à Saint-Laurent-du-Maroni, donc je parle des années, je, je pose surtout ces données vers la période effectivement du XXe siècle, mais aussi une période beaucoup plus précise où justement sont ravivés les souvenirs de cette période de 1970-1975, cette période-là. Et donc, euh, où je me souviens aussi que j'avais une grand-mère, une arrière-grand-mère, qui est née à Kotika, donc sur le Haut-Maroni, et et qui nous racontait à nous, parce que j'ai eu le temps de la connaître, mais qui aussi avait transmis justement toutes les histoires autour des populations amérindiennes et des populations bushinengue, de savoir comment ces populations bushinengue avaient été recueillies par les populations amérindiennes. Alors bien sûr, c'était dans un autre contexte, dans le sens où il y avait le contexte des refoulements des populations hollandaises. Et donc, du coup, ces populations bushinengue eh bien, avaient trouvé refuge vers ces populations amérindiennes qui les ont recueillies et qui, justement, ont transmis aussi toutes leurs connaissances, mais également c'était un système d'échange où les populations bushinengue avec les populations amérindiennes
eh bien, ont partagé leurs connaissances, leur culture, ce qui a permis effectivement de pouvoir, on va dire, permettre peut-être voilà une forme de métissage, hein. Mais c'était quelque part un métissage, je dirais peut-être qui s'est formé dans une forme d'authenticité où personne ne se posait de questions. Euh, donc, c'était des choses, on dira, plus ou moins naturelles. Et c'est ainsi aussi que donc cette fameuse grand-mère, je crois que j'ai fait sa photo, voilà, les origines guyanaises vers une esthétique du métissage, le témoignage. Donc, cette fameuse arrière-arrière-grand-mère, eh bien, elle, qui est née à Kotika, elle est issue aussi de ce métissage de ces populations noires marronnes et des populations amérindiennes. Et comme disait Damas, trois fleuves coulent dans nos veines. Eh bien, moi aussi, je pense qu'il y a plusieurs veines, plusieurs sangs qui coulent voilà, dans le corps. Donc, et c'est pour cette raison aussi que je dis pourquoi effectivement les populations afro-autochtones, sans doute des métamorphoses, parce que je me dis que si aujourd'hui peut-être que voilà, il y a, j'ai l'impression qu'il y a effectivement cette métamorphose, c'est-à-dire cette ouverture vers l'autre, et cette ouverture que j'ai pu voilà avoir de la part de ma famille, de ma mère, de mon père, enfin de toute la famille amérindienne, et notamment les femmes Bushinengue. Alors, auparavant, la population créole de Saint-Laurent, justement, on les appelait les bonis. Moi, j'ai ce souvenir de ce vocable, donc que j'ai retenu. Et à travers ce témoignage de notre enfance, et ce dans les années 75, nos parents nous transmettaient les histoires autour des Amérindiens et des Bushinengue. Ces Bushinengue avaient été recueillis, comme je le disais, par les Amérindiens du Haut-Maroni, des guerres ou refoulements. Aussi, je vous renvoie aux ouvrages de Momou, Leslie François, Serge Villé, notamment, qui parlent vraiment en fait, de ces sociétés Bushinengue. Alors, j'ai sélectionné un petit article qui disait aussi, dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, la colonie du Suriname avait atteint une grande prospérité fondée sur l'exploitation des esclaves. À la suite de plusieurs révoltes, des groupements de Noirs se sont constitués. Les Hollandais se résignèrent à traiter les Bonis, dernière tribu constituée vers 1780, qui ne conclurent jamais de traité de paix. Refoulés progressivement dans le Haut-Maroni par les troupes hollandaises, les survivants se réfugièrent à l'extrémité sud des pays auprès des Indiens Wayana ou Rukuyen, avec lesquels ils avaient fait alliance. Ils revinrent s'établir sur le cours du Lawa, où leurs descendants vivent encore de nos jours. Seuls de tous les Noirs transplantés sur le continent américain, les Noirs réfugiés ont constitué des structures tribales. C'est ainsi que les Bonis se sont reconnus un chef, ce qu'on appelle le grand man, dont le jugement fait autorité lors du règlement de différends entre particuliers. Donc, voilà pour aussi faire un rapport entre la mémoire, les sources orales et bien entendu les sources des archives dont il faut tenir compte, parce que c'est vrai que Jean Moumou justement parle d'interprétation et de réinterprétation. C'est vrai que ce sont deux mots peut-être qui sont parfois en opposition, mais en même temps, il faut pouvoir, puisque c'est nous aussi qui réinterprétons la mémoire orale, eh bien, il nous faut aussi garder cette authenticité malgré tout. Et effectivement, je pars du principe, enfin en tout cas pour ma part, je dis souvent que je n'aime pas trop prendre de distance dans mes communications, dans mes conférences, ou même lorsque j'écris. C'est vrai que sur un plan académique, on est obligé de le faire parce que bon, il y a des normes à respecter. Mais je dis que dans les populations amérindiennes, on se doit de respecter la parole. Et la parole, elle est sacrée. Et donc, moi qui suis un peu le relais et en même temps l'intermédiaire et en même temps qui constitue ce continuum identitaire, eh bien, je me dois justement de reprendre leurs paroles, mais dans une certaine authenticité et une certaine vérité. Parce que ils font beaucoup attention à cette parole sacrée. Et si vous voulez, si on ne respecte pas cette parole, eh bien, il y a quelque chose d'une fibre qui peut se casser, une fibre même spirituelle qui peut se casser. Alors, je parlais tout à l'heure de ces femmes Bushinengue, qu'on dit couramment nounou, qu'on appelle nounou. Et donc, elles étaient nos gardiennes et s'occupaient de nous comme une deuxième maman. On les appelait les Sissa. Il y avait, je me souviens, alors là, je reprends aussi, donc ça, c'est ma propre expérience.
je me souviens encore que deux d'entre elles me chantaient les berceuses en langue taki-taki. Alors, pareil, de ma génération, nous disions les langues, nous parlons de la langue taki-taki. Depuis, ça ne se dit plus, enfin, ça ne se dit plus, disons qu'on l'utilise moins, mais nos générations à nous, on l'utilise toujours parce que, par exemple, quand je discute avec ma mère, je lui dis, maman, voilà, maintenant on parle de langue Bushinengue, de langue enfin, du Sranatongo, du Paraka. Ben, cette génération ne veut pas entendre tous ces vocables. Donc, elle me dit, moi, c'est la langue taki-taki que je connais. Et moi aussi, j'ai grandi dans ce vocable, on dira, à travers ce vocable. Et donc, je me dis que, effectivement, il y a des nouveaux vocables dont il faut en tenir compte sur un plan scientifique, puisqu'on détermine bien les différences entre des langues bushinengue, langue pahamaka, saramaka, alukutango, qu'est-ce qu'il y a encore, voilà, et j'en passe. Et je me dis que eh bien, c'est vrai que maintenant, on arrive à mettre un nom sur toutes ces langues, mais je me dis aussi qu'il ne faut pas non plus euh, euh, faire fi des étymologies qui sont très importantes, hein, des étymologies, parce que quand on dit taki-taki, ça fait partie de leur histoire, de l'histoire de mes familles, mais ça fait partie aussi de mon histoire, tout en sachant que je vais parler, je vais utiliser ce vocable, mais bien expliqué pour que, voilà, bien utiliser les mots dans le bon ordre et dans le bon contexte. Alors, pour revenir au Sissa, je disais qu'elle nous chantait des chansons du Suriname. La plupart des familles de Saint-Laurent récupéraient des jeunes pour garder les enfants et pour les aider. Alors, ma mère qui raconte, je reprends son témoignage, elle me dit, à l'époque, il n'y avait pas de machine à laver. On lavait le linge à la main. C'était aussi par rapport à l'usine à crevettes, qu'on appelait la Cocoma, et la Cocoma, qui est donc cette ancienne usine de crevettes, où mon père travaillait. Et dont il spécifiait justement qu'il y avait cette main-d'œuvre bushilingue. C'est ainsi que certains proposaient leurs services aux familles de Saint-Laurent. Je me souviens que cette génération de bushilingue était tellement respectueuse. Ces gens-là étaient tellement respectueux, me dit ma mère. Et ces familles bushilingue inculquaient ces valeurs aux enfants, c'est-à-dire le respect. Mais elle me dit, maintenant, ça a bien changé. Alors, une petite anecdote, lorsque vous commenciez vos premiers pas, donc c'est-à-dire marcher à quatre pattes, l'une d'elles, femme Bushinengue, s'était endormie, avait pris sommeil auprès de des enfants. Je ne me souviens plus laquelle d'entre vous, mais je pense que c'était toi ou l'autre sœur. Toutes deux avaient pris sommeil parce que justement, elles vous chantaient ces berceuses. Alors, je ne me souviens pas, moi, de ces berceuses. Bushinengue, justement, j'ai essayé d'en trouver, mais je vais quand même mener la recherche. Alors, les Bushinengue se côtoyaient, mais les Amérindiens, alors on en revient, on va faire aussi la transition avec le mariage chez les Saramaka, ou les Pahamaka, je crois qu'il a précisé. Et donc, elle me disait que à l'époque, en dehors du fait que les Amérindiens, effectivement, ont accueilli ces Bushinengue à une certaine période, eh bien, paradoxalement, les Amérindiens n'acceptaient pas qu'une Amérindienne ait des relations avec des Bushinengue. Autant ils se fréquentaient, ils se mettaient en couple, mais ce n'était pas toléré, souvent par les deux familles à cette période. Donc, elle me parle des années 1960. Et elle me dit, et si tu fréquentais soit une Amérindienne ou un Bushinengue, tu étais rejeté. Dans leur culture, d'après les sources, il n'était pas question de se marier avec une Amérindienne car considérée comme sauvage. Elle me dit, de même, chez les populations Bushinengue, elle me dit qu'elle se rappelle que, eh bien, ils n'avaient pas non plus le droit de s'accoupler, en fait, de se marier avec des femmes amérindiennes car considérées effectivement comme sauvages. Ce n'est plus le cas depuis, hein, mais bon, ça a beaucoup changé. Voilà. Mais donc tout ça pour dire que on fait la différence alors que effectivement ils avaient été bien accueillis, il y a eu du métissage. Eh bien quelques années plus tard, eh bien c'était complètement interdit, c'était occulté de se marier avec soit un Bushinengue ou le contraire. Alors contexte autour de la culture. Des partages des modes de vie et des échanges culturels s'étaient mis en place autour des plats traditionnels, nourriture, couacs, semoule de manioc et boissons à base de manioc, le kachiri. Le manioc, fécule alimentaire en Guyane française, est utilisé par plusieurs nations amérindiennes résidant sur ce territoire, Arawak, Païkwane, Wayana, Wayampi, Teko et Kalinia Telewidu, peuple amérindien de Guyane. Le point commun culinaire réside du fait que cette tubercule
réunit tous ces peuples, notamment d'autres groupes culturels, les créoles, les Bushinengue et d'autres nations vivant sur cette terre. Plus de 300 espèces, dont 275 de manioc amer, ont été répertoriées par les scientifiques. Contexte linguistique. Dans ce contexte, le partage se décline également, donc j'ai parlé de l'art culinaire, mais il se révèle aussi à travers des repères et expressions linguistiques tels que Kriele en langue kalunya, Kali, manioc amer, Bosoli en langue arawak, Moniok en créole et en langue bushinengue, Kassaba, manioc doux, Kassaba, Souti ou Chouti, et plus particulièrement en langue saramaka. On parle aussi de peuple de manioc. Ce sont les communautés amérindiennes, effectivement, qui ont apporté aux communautés noires réfugiées de l'époque la technique du manioc pour pouvoir subsister plus longtemps en forêt. Il y a eu donc échange à ce moment donné. Je cite Félix Tuka et Apollinaire. Donc là, je passe pour le manioc. On va passer, oui, je peux dire aussi, donc il était alors possible de se demander en quoi et comment ce féculent fonde des repères sociologiques de construction identitaire, etc., etc. Je vais passer au contexte du jeu Kalinia et les autres populations. Pour rappel, le jeu dans la culture amérindienne est une pratique qui réside dans le fonctionnement des Amérindiens. Il fait partie de leur identité ou tout simplement de l'identité de l'individu en tant qu'être. Il permet de créer un espace de convivialité dans des espaces privés, au sein des familles, mais également dans des espaces publics. Par exemple, en rencontrant d'autres personnes, des équipes, des amis et tout autre individu s'intéressant au jeu. Ces jeux sont déclinés à travers des pratiques artistiques dans un esprit et souci de valorisation de savoirs ancestraux. Donc, se trouve dès lors entre art et culture, ou encore l'art qui rencontre la culture. D'autres facteurs, tels que la transmission de la culture amérindienne, est précieuse, car la famille s'assure par exemple que certains rituels ne disparaissent un jour. Ces jeux sont souvent transmis par les anciens que l'on appelle les Wakotosan en langue kalinia. Plusieurs activités physiques et artistiques sont proposées aux femmes comme aux hommes, aux plus jeunes aussi, et renvoient à des pratiques amérindiennes. En Guyane, lors des manifestations, c'est l'occasion pour les communautés de se rencontrer. C'est l'occasion pour les familles amérindiennes, les Bushinengue et toute société confondue, quel que soit le rang social, de pouvoir intégrer les jeux. Les enfants aussi sont amenés à jouer. Les jeunes, les adolescents sont aussi présents. Lors des Jeux Kalinia, par exemple, c'est l'occasion de proposer des plateaux artistiques, qu'ils soient artistes amérindiens venus du Haut-Maroni ou des artistes locaux tout simplement. On ne peut oublier, notamment en guise de remerciement aux participants, d'offrir un bon kachili, le kachili qui est la boisson amérindienne, on va dire légèrement alcoolisée, et un bon samboula qui est la musique, qui est le grand tambour des Amérindiens et qui renvoie à la danse, mais qui renvoie aussi à une rencontre festive autour des tambours dits samboula eux-mêmes. Les jeux Kalinia sont maintenant très connus de toute la Guyane, mais également des Antilles, où ces jeux se sont vus déplacés ou invités en Martinique, par exemple. Ce sont des jeux populaires amérindiens de Guyane. Donc, vous apercevez effectivement le jeu de la pirogue, mais aussi, il y a je crois que c'est, alors, il y a ça, il y a le jeu de tir à la corde, d'accord? Voilà. Alors, le tir à la corde, ce que l'on appelle aussi chez les Amérindiens le câble de guerre. Alors, récemment, qui a eu lieu aussi à Kourou, où il y a eu aussi un concours de tir à la corde. Je crois que récemment, il y a eu aussi les Jeux Bushinengue. Il me semble avoir aperçu ce même jeu de tir à la corde. Je pense qu'il y a vraiment des similitudes à ce niveau-là. Donc, le tir à la corde n'est pas un simple jeu de tirer juste à la corde, il est bien plus profond. Ce n'est pas non plus un jeu tout simplement culturel, il s'agit d'un rite important valorisant la force, la convivialité, mais également le respect des familles et de l'autre à travers certes des forces de part et d'autre, mais ces forces sont symboliques et démontrent l'ancrage des cultures des familles qui s'affrontent entre parenthèses. Voilà, cela existe aussi chez les Vietnamiens. Euh, voilà. Je vais poursuivre avec, il me reste, si ça va, j'ai un petit peu de temps. Donc là, le jeu comme un rite de passage, il y a le maraquet. Alors, on se pose la question, le maraquet est-il un jeu? Peut-être un jeu rituel, puisque on ne le pratique pas chez les Kalinia, mais
ça peut se faire, mais c'est plutôt chez les Amérindiens du Haut-Maroni, par exemple de Camopi, où le maraqué est réalisé surtout par les jeunes garçons, justement, qui sont en phase de devenir adultes, d'où ce fameux rite de passage du maraqué, et où on pose les fourmis sur le corps, et le jeune homme doit pouvoir supporter les piqûres de ce qu'on appelle les grosses fourmis manioc. Et si ce jeune homme résiste, alors bien sûr, il y a toute une cérémonie autour. Euh, on rentrera dans les détails une autre fois, mais il y a toute cette cérémonie autour. Et si ce jeune homme résiste, eh bien, plus tard, il sera, voilà, il pourra résister à la vie, enfin, combattre tout ce qu'il y a à combattre, etc. Alors, et pour la jeune fille, je profite de parler des jeunes filles Kaligna par rapport à ce jeu identitaire et un rite de passage et qui est aussi un jeu d'altérité entre la jeune fille Kaligna et l'homme Kaligna. Et j'ai sorti justement cet ouvrage, ben, c'est tout nouveau, c'est la nouvelle version de la jeune fille Piolomane, le fameux rite de passage des jeunes filles Kaligna. Ben, il y a le salon du livre, je t'en parlais, voilà. Donc c'est la nouvelle version avec une nouvelle fin d'histoire parce que justement, dans cette nouvelle fin d'histoire, j'ai été interpellée tout simplement pour la petite histoire. J'ai été interpellée par la petite fille de Chili Chiawambo, qui est personnage de ce rite de passage. Et elle me disait, j'ai beaucoup aimé l'histoire, mais je suis restée sur ma faim. Et elle me dit, est-ce qu'on pourrait pas poursuivre l'histoire? Parce que moi, je suis jeune, alors c'est vrai, c'est l'ancienne génération et la nouvelle génération qui se posent. Les pensées sont différentes. Et elle, quelque part, elle me dit, moi, j'aurais procédé comme ça. J'aurais pas fait comme ma mamie, comme ma grand-mère. Je me serais mariée, enfin, voilà. Donc, je laisse la surprise, justement, de découvrir la fin de l'histoire pour ce rite de passage des jeunes filles Kania où elle se marie et, contrairement au Maraquais, elle doit passer par tout ce rite de coton qui va, on va dire, elle va balancer le coton où ça doit chauffer ou brûler un petit peu sa main, mais sans pour cela brûler pour autant les mêmes. Mais si elle résiste, et bien plus tard, elle deviendra une grande dame. Elle va résister aussi à tout. Elle sera une femme, en Calignan, on dit une femme topoalée. Et donc, c'est cette histoire qui est racontée. Et pour revenir à mon collègue qui parlait justement du mariage, du rite de passage chez les populations de Saramacca, voilà, contrairement chez les Amérindiens Caligna, eh bien, le jeu culturel est un petit peu différent dans le sens où il y a cet apport de Pangui, il parlait des camisas, et nous, c'est pas le camisa, même si ça existe aussi chez nous, ce mot, c'est plutôt le saya ou l'anguisa que l'on porte sur les épaules et qui est remis justement aux familles, et puis les parures, caligna, voilà, qu'on remet, et puis il y a toute une cérémonie autour, le kachiri, etc., avec, préparé à base de manioc. Donc voilà pour le fameux rite de passage. Je prendrai une autre petite expérience, un autre témoignage. Alors, je vous montre aussi l'ouvrage Awalawara, qui est aussi un acte fondateur dans l'écriture de cet ouvrage. Et quand je dis que c'est un acte fondateur, parce que voilà encore toutes ces populations afro-autochtones et afro-créoles ou afro-descendantes, où on a su, en tant qu'auteur, eh bien, voilà, collaborer et mettre nos plumes, si vous voulez, ensemble et pour pouvoir justement parler du fameux bouillon wara, ce fameux plat local guyanais qui réunit tout le peuple guyanais, notamment les Bushinengue, mais qui est un plat à la base créole, mais dont le jus d'awara a été transmis par, euh, par justement les Amérindiens. Alors, voilà je dis, alors on a vu ça, la jeune fille diplomate, une génération métissée, voilà, ça c'est vers les années 1975 ou plus, et cette génération, j'en parle, donc moi je suis sur la photo justement, et je parle de populations diversifiées, afro-autochtones, puisque à l'époque, même je disais que j'étais, alors on parlait pas tellement on utilisait pas tellement le terme afro, mais plutôt on disait à l'époque le terme bata qui n'est plus utilisé.
Mais maintenant, quand j'utilise pour parler des populations métissées, je parle de populations afro-autochtones, qui n'est pas tellement mise en exergue, mise en lumière ici, dans les populations métissées, mais dont on en parle au Canada, parce qu'il y a beaucoup de métissage aussi avec les autochtones du Canada. Donc, j'ai pris cette photo en guise d'appui pour pouvoir justement vous parler de cette génération métissée afro-autochtone créole bushinengue, parce que dans ma classe à l'époque, il y avait des bushinengue, il y avait des créoles, des chinois, des brésiliens, des blancs, enfin, il y avait de tout dans ma classe. Et donc, du coup, cette population, cette génération métissée afro-autochtone, je crois que, eh bien, ça donne je pense, cette métamorphose maintenant qui nous permet justement de s'enrichir de la culture de l'autre. Et moi, je dis que c'est une métamorphose, c'est aussi une transformation, mais aussi pour conclure, je dirais que, eh bien, c'est un enrichissement de s'enrichir de la culture de l'autre et que cela peut nous ouvrir des portes et peut aussi également nous permettre de mieux comprendre l'identité de l'autre et de mieux se comprendre soi-même. Voilà, j'en ai terminé.